Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Vendée Live. Comme tous les jours, nous sommes en direct des Sables d'Olonne et vous pouvez nous retrouver sur le site de la course, en direct aussi bien sûr comme tous les midis sur Infosport Plus. Dans quelques petites minutes, nous serons avec notre invité spécial, le vainqueur du dernier Vendée Globe Armel, le Cléache. Mais tout de suite, nous allons retrouver Jérémy Bayou, le skipper de Charal, qui, vous le savez, hier a pris la décision de faire demi-tour et de revenir aux Sables d'Olonne pour pouvoir réparer. Il s'est exprimé pour la première fois il y a quelques instants avec Camille Elbez. Salut Jérémy, écoute, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On imagine que c'est pas très facile et justement, on voulait savoir comment tu allais et comment tu te sentais aujourd'hui après avoir pris cette décision de revenir au sable. Ouais, bonjour. C'est sûr que c'est toujours pareil. Hein. Il y a pire dans les événements qui nous entourent. Maintenant, quand tu es sportif de haut niveau, tu vis que dans ton objectif, quoi. Et moi, depuis 4 ans, je vis dans l'objectif d'essayer de gagner le Vendée Globe et je suis 100% là-dedans. Je vois rien de ce qui existe autour et voilà, donc forcément quand ça s'arrête comme ça brutalement, c'est super violent, quoi. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à faire demi-tour aussi, et c'est sûr que j'aurais probablement dû faire demi-tour tout de suite parce que d'aller passer le front avec le bateau en CTTA, forcément ça a fait d'autres dommages collatéraux, quoi, mais je pouvais pas y croire en fait. Donc voilà, c'est sûr que le réveil est un peu dur. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur les circonstances qui t'ont amené à prendre cette décision et faire un peu l'état des lieux de ton bateau? En fait, un peu plus tôt dans la journée, on n'était pas encore trop fort. J'ai arraché ma cadenne de renvoi de point d'écoute de voile d'avant. Donc ça a explosé la cloison de BE, et ça a explosé le pont, ça a déchiré le pont à tribord. Et puis en fait, pendant que j'étais à l'intérieur du bateau en train d'inspecter tout ça, j'ai tapé un truc avec le safran. Le safran c'est à demi relevé, donc j'ai un trou dans l'attaque de safran et j'ai la fuite de safran qui est cassée. Voilà, du coup, le vent fort arrivait, donc c'est soit je faisais demi-tour tout de suite, soit je continuais. On a décidé avec l'équipe que le safran allait tenir le front et je me suis débrouillé pour brêler une écoute un petit peu comme ça, quoi. Et puis le front est passé, c'est passé hyper vite, c'est passé de 45 nœuds d'un bord à 45 nœuds de l'autre. Et puis j'ai empanné, j'ai pris la basse-tacle, mais en fait avec tous les éclats de carbone, ça a fait exploser le courant de basse-tacle, donc je me suis retrouvé sans basse-tacle, voilà, puis voilà, du coup je venais de casser mon aérien juste quelques heures avant, là du coup la basse-tacle c'était le dernier truc, j'ai dû abattre et puis faire route retour, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une idée de quand tu vas arriver ici et puis ensuite quels seront les moyens déployés par toi et ton équipe? Je pense que je vais arriver, je sais plus, le 14 au matin. Voilà, après non, je sais pas, le safran ça peut être vite changé, la barre d'écoute, je sais pas jusqu'à où, la cloison, je sais pas jusqu'à où elle est atteinte. Voilà, honnêtement, je me réveille de 4 ans de préparation pour essayer de gagner le Vendée et voilà, je pense qu'à ça, et ça c'est fini, c'est parti ça. Donc voilà, je te dis, j'ai rien vu de ce qui s'est passé autour pendant 4 ans. Mon papa, il est parti à l'hôpital, il a fait un AVC une semaine avant le départ. J'ai complètement occupé tout ça, quoi. Donc forcément, tout ça là, ça m'éclate un peu la figure. Voilà, donc j'avoue là, déjà, je ramène le bateau et puis je verrai après.
Ouais, tu ramènes le bateau au sable et c'est vrai que si tu reviens au sable, ça veut dire aussi que peut-être tu peux repartir des sables. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Jérémy Béillou, hein, le skipper de Chara, l'un des grands favoris de ce Vendée Globe. Armelle Lecléache, bonjour, merci d'être avec nous. Ce sont des propos très forts, hein, de Jérémy. Jérémy que vous connaissez évidemment très très bien. Comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, bonjour à tous. Ouais, c'est dur d'entendre Jérémy, hein. Je m'imagine à sa place. Sûr que je connais ses préparations, c'est énormément de travail, des sacrifices, comme il a dit, hein. On occulte un peu toute la vie autour de soi quand on se concentre sur le Vendée Globe et qu'on veut le gagner. C'est ce que Jérémy avait envie de faire et ils avaient tout pour. Et c'est vrai que là, malheureusement, c'était la série noire. Ça part d'un problème technique qui derrière enchaîne plein de galères. C'est dur pour lui, pour tous les gens qui l'ont accompagné. C'est vrai que on sent que ce matin, là, c'est le réveil est difficile, douloureux, parce que je pense qu'il réalise ce qui est arrivé, puis surtout les conséquences. Ouais, c'est sûr que ça fait mal au cœur d'entendre ça. Quand il dit à la fin qu'il ne sait pas s'il va repartir, vous le comprenez ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Ouais, je le comprends, hein, parce qu'il est encore en état de choc, hein. Il faut imaginer, on a toute la pression, le stress d'un départ, la tension qui s'accumule, et puis, comme il disait, hein, il est parti, ça fait 4 ans qu'il visait ça. Tout s'écroule en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, donc il faut qu'il ait le temps un petit peu pas de digérer, parce que je pense que digérer, il va mettre plus de temps que ça, mais voilà, qui prenne un peu le dessus sur ce qu'il vient de vivre. Je pense que son équipe doit être avec lui au quotidien pour échanger aussi sur les réopérations possibles. Je pense que ce sera important d'avoir un bilan quand il va arriver le plus proche de la réalité, de ce qui est possible de réparer, dans quel temps c'est possible. Est-ce qu'il voudra repartir Ce sera à lui de toute façon de décider. Je pense que aujourd'hui c'est un peu tôt. Peut-être qu'il y a encore, comme il disait, il devrait arriver samedi matin au sable. Peut-être que d'ici là, il aura peut-être d'autres envies, d'autres ambitions. La route est longue, hein, jusqu'au Sable d'Olonne, donc tout dépendra de la difficulté des réparations. Il disait la cloison de barre d'écoute, c'est quand même un élément structurel. Donc là, on part quand même de faire du composite. Alors même si il est entouré d'experts, et comme on a tous dans nos équipes, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Changer un safran, ça peut aller vite. Changer une bastac, mais dès qu'on rentre dans le composite et qu'on rentre dans le structurel, ça peut être un peu plus long, et il faut faire les choses bien, parce qu'il ne faut pas bien sûr que ça recasse au bout de 48 heures. Donc ça va dépendre un petit peu de l'état des lieux quand le bateau sera amarré samedi au Sable d'Olonne. Armelle, vous avez souvent répété il y a 4 ans notamment que le Vendée Globe, c'était vos Jeux Olympiques à vous. Jérémy parle des sacrifices. Concrètement, c'est quoi les sacrifices quand on veut et quand on est sur la ligne de départ d'un Vendée Globe ? C'est-à-dire que toute sa vie, toute notre vie tourne autour du Vendée Globe, hein, et on est bien sûr dans la préparation sportive, technique. On en a parlé beaucoup avant le départ avec chaque skipper qui prépare ça avec différentes ambitions. Mais là, la victoire, c'est un cran au-dessus. On a beaucoup de pression par rapport aux résultats. Il faut imaginer qu'on mise tout sur la victoire et rien d'autre. Donc il y a beaucoup de sacrifices personnels, hein. La vie de famille, elle est par moments mise entre parenthèses. Il a parlé malheureusement de son papa là, qui a eu un accident juste avant le départ, et lui, il a dû rester dans sa course, se concentrer sur son départ. Donc c'est quand même des choix difficiles. Clairement, oui, c'est une préparation comme quelqu'un qui va chercher la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il faut essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe autour, être concentré sur son objectif. On est un peu en mode guerrier, et c'est sûr que quand tout s'écroule en quelques minutes, alors là ça faisait 2 jours qu'ils étaient partis, mais c'est comme si
on était au saut à la perche et puis qu'on ratait ces 3 essais de qualification. Et c'est tous ces temps-là, cette énergie, cette préparation qui s'écroule en quelques secondes et c'est très très dur à vivre. Une question pour vous, Armel, de Antoine Grenapin, notre journaliste de la rédaction du Vendée Globe. Oui, bonjour Armel, des désillusions, vous avez connu aussi, vous, dans des courses. Comment on rebondit? Vous parliez de plusieurs mois. Comment est-ce qu'on rebondit pour regagner cette confiance, justement? La confiance, elle va revenir plus tard. Hein. C'est sûr que déjà, il faut attendre que savoir s'il va repartir ou pas. Je pense que ça, c'est important. Je lui souhaite de pouvoir repartir. Après, ce sera à lui de décider. On a parlé bien sûr de la réparation, mais s'il pouvait le faire dans de bonnes conditions, peut-être que ça permettrait peut-être aussi d'absorber un peu cette déception et d'aller chercher un autre challenge. Mais ça, ce sera à lui de le décider. Et je comprendrai tout à fait qu'il ne souhaite pas le faire. Voilà, ce sera sa propre décision. C'est vrai qu'après, ce qui va lui permettre de rebondir, ce sera d'abord l'entourage familial, les proches. Comme il disait tout à l'heure, Jérémy, il a raison. Hein, il y a beaucoup plus important dans la vie, des choses beaucoup plus graves que le Vendée Globe. Il ne faut pas l'oublier. Ça reste du sport, ça reste de la mécanique. Mais il aura quand même besoin de remonter la pente. Il aura d'autres projets derrière. Il a un très beau sponsor, une super équipe. Mais voilà, aujourd'hui, pour l'instant, son Vendée Globe n'est pas terminé. Et il faut espérer qu'il puisse avoir encore un espoir de repartir et d'avoir la chance peut-être d'aller chercher quelque chose au bout. Alors bien sûr, la victoire, ça va être quasiment une mission impossible parce qu'il pourrait repartir avec une semaine ou 8 jours de retard. Mais voilà, on sait que la course est longue et que son bateau a un très beau potentiel. Donc voilà, on peut imaginer plein de choses. Ça fera partie des éléments qui pourraient peut-être lui aider à soulager un peu sa grande déception actuelle. Et vous le disiez, hein, Armel, effectivement, pour repartir, il a jusqu'au 18 novembre, Jérémy Béyoud, 18 novembre, 14h20. C'est exactement 10 jours après le départ officiel de ce Vendée Globe. On va retrouver la course avec un des hommes en forme du moment, un de ceux qui avait très tôt pris l'option Ouest vraiment à l'extrême. Thomas Ruyant, le skipper de Linked Out, il est 3e pour l'instant du classement. Et regardez ce qu'il nous a envoyé comme petite vidéo tout à l'heure, c'est tout frais. Là, je suis au contact avec Charlie et PRB. Alors, je vois bien Charlie, PRB, je le vois pas encore. Je sais pas trop, Hugo Boss, là, j'attends le prochain classement. Et ouais, il s'est passé pas mal de choses depuis le départ. Et là, surtout, moi, ce qui me préoccupe, ou en tout cas ce que je regarde bien, c'est la petite dépression tropicale là, qui est droit devant nous. Je vais faire le tout en essayant d'être prudent parce qu'il y a de la mer et beaucoup de vent, donc je vais prendre du gras, ça c'est sûr. Laisser un petit peu la course entre parenthèses pour contourner ce système météo là que j'aime pas trop et voilà. Et derrière ça, on aura enfin un peu d'alizé, j'espère, et on nous emmener vers le poteau noir. Voilà. Bon, tout va bien. Bon. Là, ça dégoule. Ça a l'air de bien débouler. En effet, à bord, il a pris sa place à côté de son tableau presque noir. Antoine Grenapin, on va faire le point avec vous sur la météo, sur la stratégie. En ce moment, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les foilers qui avaient pris l'option ouest et les non-foilers qui avaient pris l'option sud, pour l'instant, tout le monde a raison. Pour l'instant, tout le monde est à peu près à égale distance. Et ce qui est sûr, c'est que la flotte va se regrouper ce soir aux Açores. Racontez-nous tout ça. Vous avez fait un bon résumé. Déjà, Hélène, on va avoir l'animation. On va revenir un petit peu en arrière. On va revenir là où on est, au Sable d'Olonne, avec Fabrice Amédéo. C'était mardi soir. Il est reparti. C'est pour vous montrer l'écart avec le reste de la flotte. 400 000, plus au sud, donc ce match dont vous parliez. Les sudistes et les nordistes. On voit donc ces deux groupes et puis on avance dans la journée et on voit l'information dont on a parlé tout à l'heure. C'est Jérémy Béyoud, vous le voyez ici, il était dans le match avec PRB, avec Apivia et on le voit revenir, faire demi-tour vers les Sables d'Olonne et recroiser l'ensemble de la flotte. Ça, c'était ce matin donc. Et puis progressivement,
On va s'écarter, magie de la technologie, retrouver le match donc avec les foilers, avec ceux qui visent la victoire finale. On va les voir un par un arriver. PRB qui va mieux après la voie d'eau, réparé rapidement. Apivia aussi avec Charlie Dalin. Ils ont mis le coup d'accélérateur avec Hugo Boss. On verra qu'a pris la tête du classement ce midi. Et puis ceux qui avaient pris cette option, les premiers, ils sont là. Thomas Ruyant notamment dans la nuit. C'est ce petit groupe-là qui a eu les meilleures conditions. 20 nœuds de vent quand les autres en avaient 10. Forcément, ça va plus vite, même 2 fois plus vite. Et regardez, ils avancent. Ce petit groupe-là, il faisait partie des favoris. Armel, est-ce que vous êtes surpris de les retrouver là ? Non, c'est vrai qu'il y avait 2 options assez distinctes il y a encore 48 heures. Finalement, on se rend compte que ceux qui ont pris une route peut-être plus conservatrice, moins dangereuse, entre guillemets, s'en sortent plutôt bien. Hein. On a des Jean Le Cam et notamment aussi Benjamin Dutroux qui fait un excellent début de course, qui se retrouve finalement assez proche des foilers. C'est vrai que c'était difficile hein, derrière ce front, quand on était au nord, d'accélérer et de pouvoir passer à la caisse, comme on dit, hein, de prendre l'avantage dans une mer qui était très formée. Donc finalement, les écarts ne sont pas aussi importants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un regroupement de la flotte assez général. Maintenant, il faut imaginer que devant, ils ont, comme disait Thomas, hein, ils ont une dépression très, très compliquée, tropicale, donc qui est très nerveuse, avec des vents qui sont souvent sous-estimés dans les fichiers météo. On peut voir 20 nœuds sur le fichier et en avoir 30 sur l'eau, voire plus. Donc ça doit faire un peu peur à tout le monde. En tout cas, je pense qu'ils ont tous pris l'importance de ce piège, cette grande difficulté, et qu'il va falloir bien gérer effectivement dans les prochaines heures. On va détailler tout ça. Armel, vous êtes trop fort, vous me devancez sur à peu près tout. On va regarder le classement quand même avant avec quelqu'un que vous connaissez bien. Il est premier pour la première fois de cette édition, c'est Alex Thompson, deuxième il y a 4 ans, derrière Armel Lecléache. Donc, ce classement donc avec les 2 groupes qu'on retrouve, et on retrouve les foilers, les favoris dont on parlait tout à l'heure. Charlie Dalin à la 4e place, Nicolas Troussel aussi, lui, qui a pris l'option sud, Simon aussi ici, et puis on va dérouler avec aussi le match des bateaux à dérive. On retrouve notamment Clarisse Kremer, 14e sur Banque Populaire comme vous, Armel. Et puis on va continuer forcément dans la 3e partie de tableau. On retrouve ceux qui ont eu des soucis. On pense notamment à Armel Tripon qui est lui reparti en course, à Jérémy Bayou bien sûr qui fait route vers les sables, et à Fabrice Amédéo, lui qui revient en course. Et la météo, Antoine, une météo bien tordue hein, depuis le début. C'est une 3e dépression. On le disait que la flotte va devoir aborder dans quelques heures. Alors, il y a cette grosse dépression, mais on va en parler tout à l'heure. Celle dont vous parlez, elle est juste ici. Et les premiers sont déjà en train de la passer. Pas de difficultés majeures par rapport à ce qui les attend. Ce que disait Armel, c'est ça, hein, l'écart entre les foilers qui sont dans ce groupe-là et les bateaux à dérive. C'est presque inattendu quand même ce match, Armel. Vous en pensez quoi ? On les attendait ici, les bateaux à dérive ? Non, c'est vrai que c'est assez étonnant pour un début de Vendée Globe. Hein. Je me rappelle les 2 dernières éditions, notamment, on avait eu très vite les favoris aux avant-postes. Et c'est vrai que là, depuis le départ, on a notamment des bateaux à dérive qui ont pris la tête du classement. Donc ils en profitent. C'est vrai qu'ils ont fait une route assez conservatrice, on l'a dit, donc au niveau du Cap Finistère. Les bateaux à foil, bateaux notamment récents, ont aussi, on va dire, essayé de préserver leur monture. Hein. Ils ont eu des conditions difficiles. Le front à 40 nœuds avec de la grosse mer, c'était très très brutal. Donc je pense qu'ils gardent vraiment sous le pied. Ils veulent préserver leur machine. Ils savent qu'une fois passé notamment la dépression tropicale, et qui pourront enfin récupérer l'Alizé, ça leur permettra vraiment d'accélérer et de vraiment montrer leur potentiel. Et là, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour les bateaux à dérive de poursuivre. Mais pour l'instant, voilà, ils font attention, ils sont prudents, ils ont raison. La route est très longue. On n'est qu'au 4e jour de course. Et c'est vrai que ce début de course au niveau météo, c'est très, très, très compliqué. Pour eux, ça va être encore difficile jusqu'à ce week-end.
On va le voir, Armel, avec donc le passage des Açores d'abord. Et donc cette dépression, elle est là, cette dépression tropicale. Theta, on en parlait déjà hier, 50 nœuds de vent en son centre, peut-être des rafales à 60, des crues de plus de 6 mètres. Ce qui est intéressant par rapport à hier, c'est qu'elle va se décaler progressivement vers l'est. Ça devrait permettre à la flotte de pouvoir la passer vers l'ouest. Armel, on la passe comment, basiquement, cette dépression ? Oui, c'est exactement ça, hein. Alors la chance, effectivement, c'est qu'elle se déplace vers l'est à une vitesse relativement stable. Donc on peut assez facilement voir sa trajectoire. Donc les marins, je pense que depuis déjà plusieurs heures et voire plusieurs jours, regardent attentivement la trajectoire de cette dépression. L'idée, effectivement, c'est d'aller dans l'ouest, donc de passer pour les premiers, notamment très proches des Açores dans les prochaines heures, et d'aller chercher des vents portants, ne pas trop se rapprocher de son centre parce que les fichiers souvent sous-estiment la force de cette dépression et des vents qu'on peut rencontrer. Donc il faut savoir doser le vent qu'il y aura derrière. Ce sera du vent portant, donc pas forcément trop dur pour les bateaux, mais quand même, voilà, on sait que quand il y a 40 nœuds de vent portant, ça commence à être compliqué pour ces bateaux-là. Donc il faudra faire attention, effectivement, avec l'état de la mer qui sera sûrement très agité. La dépression, elle avance doucement, donc la mer a le temps de se creuser. Donc je pense que, comme disait Thomas, ils vont essayer de faire aussi abstraction de la course peut-être un moment, faire le dos rond, de préserver encore le bateau. Et une fois qu'ils auront passé cette grosse difficulté, on pourra enfin retrouver vraiment la course à 100%. Armel, un petit mot rapidement sur ces nouveaux foilers. Justement, en 2016, votre bateau était un bateau nouvelle génération. On a passé encore un cran. Qu'est-ce qu'ils ont de plus dingue, ces bateaux de génération 2020 ? C'est surtout la capacité à aller très vite, finalement, avec moins de vent ou peu de vent. Par moment, on voit des vitesses à 27, 28, 29 nœuds. Donc, alors c'est vrai que pour l'instant, depuis le début de la course, on n'a pas encore vu des moyennes hallucinantes et des records de 24 heures battus, loin de là. Je dirais que même par rapport à la position où moi j'étais il y a 4 ans, ils sont bien en retard. Je crois qu'il y a presque 300 000 par rapport à là où j'étais il y a 4 ans. Mais ça viendra pour plus tard. Je pense que ces bateaux ont la capacité d'aller très vite avec 10-15 nœuds de vent, voire 20 nœuds. Donc ce sera dans les conditions qu'ils vont rencontrer dans l'Alizé. Et là, effectivement, ça devrait enquiller et enchaîner des belles journées à peut-être plus de 500 000 et donc pouvoir montrer vraiment tout leur potentiel, ce qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Armel, je vois que vous êtes d'Isère. Un petit mot, une petite minute pour nous dire un peu où est-ce que vous en êtes, vous, de votre actualité avec votre maxi trimaran Banque Populaire. Il est en chantier. Les prochaines échéances et notamment la mise à l'eau, ce sera quand ? Alors la mise à l'eau de Banque Populaire 11 est prévue pour le mois d'avril prochain. Donc le bateau est en plein assemblage. Aujourd'hui, on rentre les flotteurs là, dans le hangar chez CDK à Lorient. Donc c'est une grosse journée pour nous, pour tout le team. Et puis la plateforme va être montée, le puzzle va être monté dans les semaines à venir. Donc on suit ça très près à Lorient. Et en parallèle, bien sûr, on suit Clarisse au quotidien et qui fait une très belle course pour l'instant depuis le début. Eh bien, on va aller retrouver les skippers de ce 9e Vendée Globe avant de se quitter. Évidemment, les stories du large préparées par Alain Polac, Éloane Gibelaine et Frédéric Olivier. Salut! Voilà, premier petit souci technique résolu. Les élastiques de chariot de GV complétés cette nuit dans la baston. Et je profite d'être en arrière du front là pour pouvoir réparer. Comme ça maintenant je vais pouvoir envoyer. Allez, tchuss! Une bonne nouvelle, c'est que j'ai à nouveau faim. Et ça c'est cool parce que j'avais vraiment pas du tout faim et du coup j'arrivais pas à trouver de l'énergie. Donc voilà, le salut se trouve dans l'assiette une fois de plus. Le truc qui doit jamais arriver. Montez au mât. 3e jour. Et ben c'est parti. Le point positif, ce qui reste, des petites tomates cerises. Et ça c'est cool. Faut en profiter parce que je suis pas sûre d'en avoir de sitôt. Un petit cube. J'ai une drisse qui est partie du pied de mât et qui est en haut. Elle est juste là. On la voit, le pendouille là à côté là. Et il va falloir aller la chercher.
j'étais dans le vent très fort au près, c'est-à-dire contre le vent, dans une mer formée. Et puis il a fallu passer sans transition quasiment au vent portant, c'est-à-dire dans le dos du bateau, avec une mer qui reste un petit peu formée mais plus trop de vent. Voilà, donc des manœuvres et encore des manœuvres. C'est bon, je l'ai eu. Toujours à bord de l'Imoca VNB Mayenne. Ça y est, le blanc en l'air, le Jenak. Avec 4h30 de bataille. Bon, c'est un peu le bordel, hein. Va falloir ranger les spaghettis. C'est reparti, on oublie toutes ces conneries et en avant-marche maintenant. Allez, à plus. Malgré les conditions, ils gardent leur humour. Les skippers, on le rappelle, Jérémy Bayou est attendu au Sable d'Olonne samedi matin. Armel Lecléache, merci d'avoir été avec nous dans ce Vendée Live. Antoine, on se retrouve demain. Et puis, quant à nous, eh bien, on se retrouve demain à 12h30, évidemment. Et vous pouvez nous suivre, ne l'oubliez pas, sur les réseaux sociaux et sur le site du Vendée Globe. À demain. Bye bye.